Dans les séries éliminatoires, savez-vous quelles sont les nouvelles les plus lues en termes de... J'ai mal dit ma phrase, ça commence bien. Quelles sont les nouvelles les plus lues sur Bloomberg pendant les séries éliminatoires ou encore la Coupe du monde de soccer qui aura lieu, la FIFA cet été? Sur Bloomberg, c'est toujours les nouvelles du sport, c'est même pas les nouvelles économiques. Alors, je pense que ce midi, on va prendre une tournure porto-économique avec François Tétu de Valeurs Mobilières Desjardins. Bonjour. Bonjour. Pour ça, on va parler un peu du Canadien. Oui. Gagne ce soir ou pas? Impossible à prévoir. Je ne suis pas un chroniqueur sportif. Non, mais quand même. Ouais, on va probablement un fans. Oui, écoute, comme les gens, on a la fièvre du hockey, donc... mais... fan de bière aussi. Effectivement. C'est un bon temps pour pizza-bière. Il y a des déménagements qui s'en viennent, les gens... Pizza-bière encore. Pizza-bière encore. Donc, on a dans... Les Québécois, pizza-bière. Pizza-bière, là, on fait de bédaine. C'est pas grave, il faut faire l'exercice aussi. Ah, OK. Bon, oui. Avec la bicyclette, les pistes cyclables. Alors, pendant le temps des séries, c'est sûr et certain que tout le monde voit, là, à l'extérieur, ça festoie, puis c'est le temps de la bière. C'est presque... C'est un happening, de toute façon. Oui. Puis quand on parle de happening, c'est la bière qui l'emporte. Oui. Ça, c'est clair. Bon, alors, mais c'est pas le même prix partout à travers le monde. J'ai comme l'impression, François, que tu as voulu nous faire ce midi ce que l'on fait avec McDo, puis le prix du... C'est ça, c'est l'indice Big Mac. Alors, au lieu de faire l'indice Big Mac, j'ai dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire? C'est l'indice bière, étant donné qu'on est dans un contexte d'une consommation en hectolitres qui est en augmentation. Et j'ai reconverti ou pris un petit peu l'indice Big Mac et prendre le prix d'une bière de 50 centilitres, c'est-à-dire 500 millilitres. OK, mais là, il faut faire attention là, ce midi, là, parce qu'il ne faut pas prendre ça nécessairement au premier degré. Dans le sens où le Big Mac, que vous le mangez à Montréal ou à Genève, c'est sûr et certain que ça va être le même Big Mac. Alors, le prix, ça peut être incomparable. Si vous prenez le Molson ou n'importe quelle autre bière ici au Québec, qui n'existe pas en Norvège, par exemple, ou vous alliez au Danemark, on peut peut-être prendre la Heineken, qui est pas mal rendue partout. C'est ça. Alors, bon, en tout cas, c'est peut-être différent parce qu'il y a différentes marques qui existent aussi, qui ne sont pas disponibles partout. Effectivement. Mais quand même. Mais là, il faut comprendre... qui sont pas chers. Oui, mais il faut comprendre une chose aussi. Bon, il y a des pays qui... Si on prend les pays de l'Est ou de l'Europe de l'Est, par exemple, la République tchèque, vous avez beaucoup de producteurs de bière. Donc, c'est sûr que les coûts de transport, naturellement, pour une bière est quand même plus faible qu'en Norvège. Il faut comprendre une chose, il y en a qui, quand même, vont me dire « Oui, mais François, là, quand on regarde là, les prix en Amérique du Nord, en Europe, c'est des prix moyens. Il faut comprendre qu'une bonne vieille caisse de bière au dépanneur, ça coûte 20 $ pour 24 bières. Là, ici, c'est... Donc, je vais prendre une bière au bistrot. Ça coûte combien, le grosso modo? » Je pense que ça fait longtemps qu'il n'est pas allé chercher une caisse de 24, lui. C'est rendu 27,99. Bon, okay. C'est à peu près une pièce et quart, la bière. À peu près, là, quand tu l'achètes à la caisse de 24. Autour d'eux. Puis si vous la consommez en bistrot, là, ça peut tourner autour là, de 5 là, 6 environ. Donc, en Norvège, on a un coût de 12. Au Danemark, environ 9. En Suède, 9. En France, 8,5. En Suisse, 7,5. Mais lorsqu'on va dans les pays plus à l'est, l'Ukraine, Moldavie, Biélorussie, République tchèque et Slovaquie, ça tourne en bas d'1 $ et $1. Partout ce qui boit de la vodka est pas cher, puis partout où ils boivent du vin, ça coûte cher. Effectivement. On résume ça comme ça. Mais si on prend les prix moyens, par exemple en Europe, mais il faut comprendre qu'une bière à Londres est plus chère que, je sais pas moi, en campagne, une Guinness perdue dans un petit pub en quelque part là, en Angleterre. Donc, la moyenne 6,37 en Europe, converti en dollars canadiens. Un prix de conversion en date d'hier. Et en Amérique du Nord, la moyenne, c'est 5,17. Mais il faut comprendre que ici, on ne parle pas du prix d'une bière au Centre Bell ce soir. Non. Qui, en fait, tourne autour, je pense, de 12 $ là, pendant les séries éliminatoires. C'est quand même curieux de voir... on l'a converti aussi en nombre de minutes que ça prend pour être capable de s'acheter une bière. Là. Effectivement. Donc, il faut comprendre que même si, par exemple, dans les pays de l'Est, la bière nous semble moins chère, il faut comprendre que le temps de travail pour se payer une bière peut être différent. Donc, par exemple, si vous habitez en Inde, puis vous payez une bière,
mais il faut comprendre qu'en Inde, il fait chaud. Des fois, ça pourrait être bon de prendre une bonne bière, sauf que les salaires sont beaucoup plus bas en moyenne. Donc, ça prend environ 55 minutes de travail, près d'1 heure de travail pour se payer une bière. Alors, en contrepartie, chez nous, on parle environ 10 minutes. Puis aux États-Unis, 5 minutes. Et là, là-bas, la bière est moins chère, par exemple. Pardon? La bière est moins chère aux États-Unis. Oui, effectivement. La bière est moins chère aux États-Unis. En France, c'est à peu près comme nous. Ouais. Canada, France. J'étais surpris. Ouais. Mais quand même, il faut comprendre là, que c'est des plus grands consommateurs de vin aussi. Bon. Parce que l'étude qu'on vient de vous montrer, là, faites-vous-en pas, Anheuser-Busch, Molson, tout le monde fait ce genre d'études-là pour savoir c'est où le meilleur contrepartie. Là. Pas pour rien que parfois, on essaie d'importer des bières, ça fonctionne plus ou moins. Ouais. Puis nous, on exporte également. Molson est en Russie. On essaie d'importer des brassins russes. Ça marche plus ou moins. Vous avez des grands conglomérats aussi, Diageo, qui détient là, des compagnies comme Guinness, etc. Ouais, vous avez parlé... Sapporo, vous avez parlé d'Heineken. Tout ce qui existe au Canada. Vous avez Heineken, vous avez parlé tout à l'heure, etc. Donc, des grands conglomérats qui essaient de sabrer dans leur coût pour une plus grande rentabilité. Bon, décidément, il fait dans la thématique. Dans la thématique, il me dit Back to the Future, le passé qui n'est pas nécessairement garant de l'avenir. Là, on va rentrer dans l'investissement un peu plus, là, par exemple. C'est de voir les rendements qui nous ont été proposés depuis 1983. Dans un portefeuille équilibré. On arrive à des records, là, aujourd'hui, quand même. Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, ça, c'est une étude tirée qui a été effectuée par Bank Credit Analyst, qui est sortie, je crois, lundi matin. Oui. Donc, c'est quand même tout frais. Et ils ont recensé les rendements obtenus sur les 30 dernières années. Et... puis, ils ont même recensé, sont retournés jusqu'en 1871. Et la période de 30 ans, ils l'ont en fait baptisé, là, je résume, comme un Golden Era, qu'ils appellent, une période d'âge d'or au niveau des investissements. Parce que, bon, au niveau des obligations, le rendement moyen d'un investisseur en obligations a été quand même de 8 annualisé, malgré le fait que la bourse a sous-performé pendant 14 ans, mais sur 30 ans, si on met un portefeuille équilibré, 50-50, avec des actions américaines, obligations, le portefeuille a généré un rendement de 10 par année pendant une période de 30 ans. Alors, un portefeuille équilibré. Bien. Malgré les baisses là, des marchés boursiers en 2000 et 2008, il faut comprendre qu'on a eu un rebond formidable aussi dans les 5 dernières années. Donc, ça inclut tout ça. Oui. Alors, si on regarde là, sur une période de 30 ans, bien là, on a quand même, on dit, un record là, au niveau là, des rendements. Naturellement, il y a plusieurs facteurs qui expliquent, combinés, qui expliquent ce phénomène-là. Alors, bon, on a eu... Le plus gros que je retiens, là, moi, ça serait pas l'inflation. Ça serait pas l'inflation, c'est les taux d'intérêt. Depuis qu'on a connu la folie furieuse des taux hypothécaires à 20 au cours des années 80. Oui, en 1982. Et je te dis que c'était pas drôle, là. T'as une automobile à 19-20 puis ton hypothèque t'en coûtait 18, les mois venaient vite. Effectivement. Les taux d'intérêt qui ont été constamment à baisse pour se retrouver, même encore aujourd'hui, alors qu'on prévoyait des hausses de taux d'intérêt cette année, avec certaines institutions financières qui offrent des 3 ans à moins de 2 Effectivement. Faut le faire. Vous avez, je pense, c'est Groupe Investors ce matin. Hier, je m'excuse, un taux en deçà de 1,99, juste pour dire qu'ils sont en bas de 2, leur stratégie marketing. Mais ça fait, vous avez raison, ça fait quand même... 1 an et demi qu'on voit là, dans les données économiques qu'on prévoit des hausses de taux, qui n'arrivent pas. On a des taux qui sont tenus quand même très, très bas. On a aussi une combinaison. On l'a regardé, là, j'ai déjà amené des tableaux sur les commodités, les prix qui ont été à la baisse pendant 2 ans. Par contre, cette année, on a certains... on prévoit des hausses de prix au niveau de certaines commodités. On l'a vu au niveau du pétrole, mais comme par exemple au niveau du nickel. Donc ça pourrait amener un peu d'inflation pour ramener les taux un petit peu plus haut à la normale. Mais je dis, l'inflation est quand même pas là, présente.
Deux autres choses aussi qui m'intéressent beaucoup. D'abord, l'investissement en actions. Les ménages qui, en 82, étaient 1 sur 4, maintenant, c'est plus que 1 sur 2 qui investissent dans les actions. C'est quand même pas mal. C'est beaucoup, et c'est la faiblesse des taux d'intérêt qui fait en sorte que les investisseurs, en général, vont se diriger vers des placements plus risqués. Alors, quand on a des placements qui génèrent 2 ou 3 de revenus d'intérêt. D'ailleurs, j'ai eu une discussion ce matin avec un client qui était à 3 de revenus d'intérêt. Puis il dit, écoute, est-ce que vous pouvez faire mieux? Oui, mais là, il faut comprendre que là, vous ne serez pas... plus tu veux faire d'argent, plus le risque est là. Vous allez avoir une composante de risque dans votre portefeuille. Donc, il y a eu un déplacement. Alors, la combinaison de la baisse des taux d'intérêt, on avait 1 sur 4, comme vous avez mentionné. On est rendu à 1 sur 2 en 2013 à cause du facteur des taux d'intérêt qui sont très, très faibles. Puis l'autre, la dette. Ça, honnêtement, là... La dette, mais écoutez, c'est sûr que, bon, quand on est, par exemple, vous pouvez financer une voiture, au moins on le voit, là, c'est dans les publicités, à 0,9 ou des trucs semblables, des taux d'intérêt excessivement bas. Ceux qui nous écoutent, François, veulent savoir, est-ce que le bon est derrière ou s'il en reste encore du bon dans le marché? Bon, c'est sûr, c'est une question là, que beaucoup de gens se posent. Si on regarde en avant de nous, c'est que là, on a parlé d'une période de 30 ans avec une moyenne d'un portefeuille 50-50, c'est-à-dire 50 actions, 50 obligations, une moyenne de 10 par année. Okay. Si on regarde en avant de nous, un contexte où on a des taux d'intérêt au plancher, les compagnies qui, elles, ont tout fait dans les dernières années depuis la crise pour assainir leur bilan, se sont refinancés des taux très faibles. Ils ont vraiment coupé dans le personnel. Ils sont vraiment en meilleure santé financière qu'ils ne l'étaient. Donc, il faudra prévoir ou avoir des anticipations de rendement plus modestes. D'ailleurs, dans cette étude-là de Bank Credit Analyst, vous voyez, c'était 10,1 de rendement de 83 à 2013. Ils prévoient, eux, pour les 10 prochaines années, une moyenne de 4,1 Pas beaucoup. Alors, si vous comptez une inflation d'environ 2, ça veut dire que, bon... il reste 2. Il reste 2, là. Donc, ça, c'est pour une gestion passive qui a une allocation d'actifs dans les actions américaines, les actions mondiales, les marchés émergents, des obligations, etc. On va où, alors? États-Unis, Europe? Ben, c'est ça, c'est qu'il faut essayer de trouver, par exemple, des endroits où, par exemple, ils sont peut-être sous-évalués ou qu'il y a peut-être un potentiel de réaliser un rendement peut-être plus intéressant. C'est pour ça que j'ai sorti un petit peu là, des chiffres, parce que, comme vous savez, depuis environ 2 ans, on est sur le marché européen. On croit que peut-être, même si Bank Credit Analyst donne une pondération moindre, peut-être regarder du côté du marché européen, où ce que vous avez quand même des évaluations qui sont plus faibles qu'aux États-Unis. Bon, quelques idées, là. Vous parliez de NXP Semiconductor. Oui, bien ça je l'avais apporté le mois dernier parce qu'on a eu une correction quand même dans... OK. Oui, allez-y. Il nous reste 20 secondes. 20 secondes de correction dans le marché. Des titres quand même qui ont un bon potentiel. NXP, Illumina, United Insurance. Et les assureurs américains. Les assureurs américains, là, qui, quand même, selon moi... Ça, c'est un ETF, ça, KIA? KIA, oui. Ouais. Alors, KIA, il faut le retenir. François Tétu, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bien. Merci d'avoir été là. J'espère que le tout vous a plu. Et on vous retrouve demain avec, bien sûr, d'autres nouvelles puis d'autres explications à vous donner.